Les Phéniciens, une ancienne civilisation maritime, originaire de la région de la Méditerranée orientale, ont joué un rôle essentiel dans le façonnement de l'histoire européenne. L'impact des Phéniciens sur les pays européens est important. Les Phéniciens sont connus pour être des maîtres commerçants et des navigateurs hors pair, établissant des réseaux commerciaux et des colonies sur tout le pourtour de la mer Méditerranée, ce qui a influencé profondément le développement de l'Europe antique. Parmi les premiers peuples du croissant fertile à être sédentarisés, les Phéniciens sont issus des Cananéens qui peuplaient la Méditerranée orientale. Ils pratiquaient déjà un commerce important au carrefour d'influences maritimes et terrestres. Des traces archéologiques attestent leur présence dès le 3e millénaire avant notre ère à Chypre et en Crète, avec des correspondances en Mésopotamie et en Égypte. Vers 1200 avant Jésus-Christ, quelques cités phéniciennes auraient conservé leur indépendance malgré les invasions des peuples de la mer. Correspondant peu entre elles, car installées sur des plaines séparées par des falaises, elles étaient concurrentes et peu incitées à former un État puissant. Les Phéniciens se seraient naturellement tournés vers la mer pour assurer leur prospérité, essentiellement à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ. La ville d'Ougarit, à l'intersection des trafics mésopotamiens et anatoliens avec l'Égypte, était un centre de construction navale à partir des bois de la montagne libanaise et pratiquait également le commerce des tissus artisanaux teints de pourpre. Inspirée de la confrérie marchande mésopotamienne, une guilde qui avait des ramifications multiples à l'étranger organisait le commerce phénicien. Les produits stratégiques comme le cuivre ou le grain étaient un monopole royal, même si les grands commerçants d'Ougarit se seraient vus confier par la couronne des fonctions d'administration locale et de la collecte d'impôts. Ils étaient de petits chefs d'entreprise qui entraînaient dans leur dépendance des commerçants vassalisés. La cité de Tyr, avec Hiram en 950 avant Jésus-Christ, se distingue, elle, par son partenariat avec Israël. Les Tyriens exportaient leurs techniques de construction navale, les tissus pourpres et l'huile de bois de cèdre contre blé, cuivre et argent. Ainsi, elle aurait joint les routes caravanières d'Arabie, de Palestine et de Syrie. Les Phéniciens orientaux créent rapidement des relais à Chypre et dans les îles grecques, mais aussi en Méditerranée occidentale. Utique sur la côte tunisienne, dès le XIIe siècle avant Jésus-Christ, Gadès, Cadix sur la côte atlantique espagnole, Lixus sur la côte atlantique marocaine. Les Phéniciens apportent dans ces régions leurs produits artisanaux, tissus teints de pourpre, leur huile, mais transportent aussi du bois du Liban et d'autres produits faits au Moyen-Orient. Et ils en tirent d'abord les métaux précieux, or, argent, fer, cuivre, étain et plomb, utiles aux échanges ultérieurs, à leur orfèvrerie et à la fabrique d'armes. Pour sécuriser ces circuits commerciaux, ça va entraîner des implantations en Sicile et en Sardaigne, qui par ailleurs étaient riches en plomb et en argent. De proche en proche, Tyr va développer ainsi ses ramifications jusqu'en Espagne dans la péninsule ibérique. En 814 avant Jésus-Christ, la princesse Élissa fonde Carthage. Fuyant le roi de Tyr qui avait fait assassiner son époux, elle échoue sur le rivage qui surplombe aujourd'hui Tunis et y fonde un établissement phénicien. Payant tout d'abord un tribut aux autochtones pour le sol, Carthage s'émancipe rapidement et prend la main sur l'ensemble des établissements phéniciens de la Méditerranée occidentale. Dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, elle accentue les liens avec les Étrusques, elle crée Ibiza en 654, elle domine l'ouest de la Sicile et de la Sardaigne vers 540 avant Jésus-Christ, et ce sont surtout la côte nord-africaine, où Carthage établit un mouillage formel tous les 40 km environ, qu'elle va établir le lien avec les comptoirs ibériques. Attention, ils ne font pas eux-mêmes la conquête des mines, mais offrent un débouché nouveau aux activités locales autochtones pour l'extraction et la transformation des métaux. Par exemple, en Andalousie, ils obtiennent facilement l'argent de la région de Huelva en offrant à la fois des biens manufacturés en échange, mais en contribuant aussi à l'amélioration des techniques locales. Parfois, ils transforment sur place les métaux obtenus. Ils se sont greffés donc intelligemment sur les proto-économies locales qu'ils ont abordées et ils ont inauguré ainsi une pratique commerciale qui a eu un grand avenir en Méditerranée et qui a été reprise notamment avec Gênes et Venise plus tard au Moyen Âge. L'héritage phénicien a été oublié en Europe. Au siècle de Moïse et de la guerre de Troie, vers moins 1200,
Les hiéroglyphes et les cunéiformes étaient réservés aux élites. L'apparition de l'alphabet phénicien provoqua une grande simplification. Il devint possible de transcrire tous les sons grâce à une courte série de symboles. Cette nature phonétique déclencha une alphabétisation fulgurante des peuples alentours, qui s'approprièrent ces caractères, hébreu, grec, étrusque, anatolien, latin, perse et arabe. Aujourd'hui, presque tous les alphabets du monde dérivent de cette invention qui permet, en 22 caractères, de décrire l'univers. Le nom biblos, qui dérive du mot grec papyrus, a donné le mot Bible et bibliothèque. Profitant de la culture maritime des Tyriens et des Sidoniens, l'alphabet phénicien s'est diffusé sur tout le pourtour méditerranéen, de Syrie jusqu'en Baléares, des Indes jusqu'à l'Atlantique. Et pendant 2000 ans, cette écriture est restée indéchiffrable et le sens de ses caractères perdu. Jusqu'en 1758, quand 2 chandeliers blancs ont été mis à jour à Malte. L'abbé Jean-Jacques Barthélemy utilisa alors l'inscription bilingue en phénicien et en grec pour identifier 18 des 22 lettres académiennes. Le tout premier abjad, alphabet consonantique, était né. Les lettres, comme on les appelle les lettres rouges, ont déclenché un transfert de technologie et de culture de l'Orient vers l'Occident. On retrouve cet héritage dans les mythes bibliques, grecs et romains. Les princes phéniciens y sont présentés comme des fondateurs ou des héros, fils d'Agénor, d'Ophir ou de Poséidon. Le reconnaître pourrait contribuer à réconcilier l'Orient à l'Occident, car l'alphabet phénicien prend racine dans le temps des légendes, là où plus rien n'est sûr. La légende de la princesse Europe, une princesse phénicienne enlevée par Zeus sous la forme d'un taureau, est un exemple de l'échange culturel entre les Phéniciens et les Grecs. Le nom Europa serait dérivé de cette légende. La légende nous raconte que lorsque Zeus était en train de traverser la Méditerranée, il faisait un tour, et comme c'est le dieu représenté par le soleil, donc on sait que le soleil, c'est lui qui traverse toute la planète Terre. Donc arrivant sur la côte phénicienne, certains relient ça à Byblos, d'autres à Tyr, d'autres à Sidon, mais c'est sur la côte. Donc que ce soit l'une de ces villes, l'histoire dit qu'il y avait toute une très belle fille. Donc il était émerveillé par la beauté de cette belle dame qui a décidé de venir sur terre. Donc comme il est Dieu et les mortels ne peuvent pas voir le Dieu en physique, il a pris l'aspect d'un bœuf. Et il était tellement illuminé que la fille fut aussi émerveillée par la beauté de ce bœuf. Il a invité de se mettre sur son dos et il va l'enlever jusqu'en Grèce. Europe avait 3 frères, 4 frères. Le père, il appelle ses enfants et il les charge de chercher sa sœur. Chacun va aller dans une direction, va donner son nom à la direction où il va être, donc Phénix va venir en Phénicie, etc. Et un des frères s'appelle Cadmos. Cadmos va aller chercher sa sœur et il ne va pas la trouver, il va suivre une génisse et qui va s'arrêter à la ville de Thèbes et c'est là qu'il va fonder la ville de Thèbes. Et Cadmos va transporter avec lui en Europe l'alphabet phénicien qu'il va apprendre aux Grecs puisqu'on a retrouvé les traces sur les monnaies de Cadmos en premier maître qui est en train d'apprendre l'alphabet phénicien aux Grecs. Donc les Grecs vont adopter cet alphabet phénicien d'après la légende et bien sûr cet alphabet phénicien à partir du 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ va apparaître en Grèce et les Grecs vont ajouter les voyelles à cet alphabet qui était principalement constitué de consonnes. Donc c'est à partir de là que l'alphabet phénicien va se répandre petit à petit dans tout le monde méditerranéen puisque les Grecs vont donner cet alphabet au latin à travers les Étrusques et qu'à travers les Étrusques et le latin, cet alphabet va être à la base de tous les alphabets européens et aussi l'alphabet phénicien va inspirer les autres pays qui entouraient la Phénicie, les alphabets sémitiques, comme l'hébreu, l'araméen, le syriaque, l'arabe, etc., qui découlent de l'alphabet phénicien de Byblos. Ça, c'est l'alphabet.
ce qu'on appelle l'alphabet phénicien. Donc on voit le Aleph, qui est en A majuscule, le Beit. Aujourd'hui, si vous demandez aux petits-enfants de dessiner une maison, la plus simple, c'est un triangle avec un carré. Donc, c'est devenu stylisé. Le J ou le G, c'est la montagne ou la bosse de alpha, beta, gamma. C'est quoi le gamma? C'est soit le dos du chameau, soit une montagne. Le M, comment on dessine l'eau? Donc, on les voit là. Quand on parle de la légende d'Europe qui est arrivée en Grèce sur le dos du taureau, de Zeus transformé en taureau, Oui, oui. en réalité, comment est-ce que cela s'est vraiment fait? Est-ce que c'est des migrations de populations phéniciennes en Grèce? Tout d'abord, Europe veut dire l'Occident et Cadmos c'est l'Orient. Donc, Europe a donné son nom au continent et Cadmos a donné l'alphabet phénicien au grec, c'est-à-dire Europe et Cadmos sont le lien justement entre l'Orient et l'Occident. Ce que l'Orient a donné à l'Occident, le nom du continent et l'alphabet phénicien. Bien entendu, la légende veut que ce soit l'enlèvement d'Europe qui a fait que l'alphabet phénicien s'est répandu. Mais la réalité, comme je l'ai déjà montré, c'est que les Phéniciens avaient des relations commerciales avec la Grèce, qu'ils ont fondées à travers ces comptoirs commerciaux qu'ils vont créer à Chypre, en mer Égée, autour de la Méditerranée, dans les îles dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ils avaient des relations commerciales et à travers ces relations commerciales, ils vont transmettre l'alphabet phénicien à la Grèce. En raison de son voisinage avec les cités grecques de Chypre, nous constatons dans la cité phénicienne de Kition, actuelle Larnaca, un syncrétisme entre Astarté et Aphrodite et entre Réchef et Apollon. Dans la cité étrusque de Pyrgie, Astarté était associée à la déesse Unie. Nous sommes dans un tombeau amorite de Smarjbel. Les puissants rois de Jbel sont enterrés ici, étaient enterrés ici. Tellement. C'est une tombe qui a été aussi vilipendée par les invasions arabes Bien ensuite, sûr. parce que des représentations polythéistes Des ont draperies. été arrachées C'est vrai. de la roche. Oui, on peut les voir partout ici. Il y a même toute une draperie qui est mutilée complètement. Il y a deux théories sûres. Il y a la théorie phénicienne qui parle du grand prêtre avec un servant qui vient lui procurer. Et il y a la théorie babylonienne. Dans tous les cas, les Babyloniens et les Phéniciens, ils ont un tronc commun qui est l'amorite. On parle du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il est tellement important de comprendre que toute une continuité, tout un syncrétisme religieux et culturel et trucs a continué à persister du 3e millénaire jusqu'à nos jours. Et jusqu'à nos jours, on peut voir dans l'église, par exemple dans l'église maronite, on voit les statues représentatives de déités, des saints, des mourous, des mars, comme Mar Charbel. Le même mot est toujours utilisé et les mêmes coutumes sont toujours utilisées, même l'encens. Quelles sont les coutumes? Il y a plein. Il y a plein. C'est plus que 50% de ce que nous utilisons dans nos églises aujourd'hui. Ils viennent d'une origine, au moins on peut dire phénicienne, pour ne pas avancer un peu ou bien reculer plus vers l'Antiquité. Je vous donne beaucoup d'exemples. Je vous donne le pain et le vin. C'est une coutume phénicienne. Elle était datée du XIVe siècle avant Jésus-Christ à Ugarit. Ça se voit. Même les autres coutumes, comme la déité femelle, comme la Vierge Anat, le symbole de la fécondité vierge en temps, qui a dépassé le temps avec la présence de Marie. Alors, il y a une relation organique entre la Vierge Marie et le Liban et la Phénicie. Oui. Oui. Concernant cette tombe-là, est-ce qu'il y a une reproduction de cette tombe-là ailleurs que sur cette côte? C'est plein dans le monde phénico ou punique. Mais peut-être on peut aussi ajouter la variation punique après Carthage.
Ce type de nécropolis, ce type de sarcophage existe avant les Romains. La technique de taille qu'on a vue dans le roc sablé existe partout. Il existe en Malte, c'est une colonie phénicienne avant d'être romaine. Existe aussi en Chypre, une grande concentration en Sardaigne. Il y a même sur le littoral espagnol, un peu en Portugal. Et ce qui est vraiment magnifique, c'est la présence de ces tailles qui sont moins étudiées, qui ne sont pas bien étudiées dans les îles d'Azores qui figurent dans l'océan Atlantique. Toutes ces conquêtes, ces civilisations qui se sont passées au nombre de 30 à peu près, mais toujours il va y avoir une destruction de la civilisation antérieure et sur ces cendres ou bien sur les fondations de cette civilisation, on a une autre qui va être implantée. Toujours donc, c'est une succession de civilisations l'une au-dessus de l'autre. C'est pour cela, c'est à peine qu'on va voir des choses qui vont persister. Mais c'est toujours une continuité de l'occupation du territoire, mais à chaque période, elle avait ses caractéristiques. Dans les temples, par exemple, les temples sont l'exemple ultime. Que ce soit dans les temples, dans les... Phénicien, qui devient romain, que ce soit les temples qui n'ont jamais changé en tant qu'emplacement. Donc, ils se sont développés selon les civilisations, les cimetières, la méthode d'ensevelir les défunts aussi, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué au cours de ces histoires, de ces civilisations, et même dans la pratique. La pratique, non, c'était à peu près la même, mais elle s'est développée selon un concept de la civilisation locale. Et ça, c'était aussi une de l'importance de ces civilisations anciennes, que, par exemple, entre les Grecs et les Phéniciens, les Romains et les Phéniciens, lorsqu'ils vont occuper un territoire, c'était de conserver les pratiques locales. Et cette assimilation entre, surtout au niveau religieux, le respect de la religion locale, c'était un point fort de ces civilisations pour maintenir leur main. Jupiter était égal à El, Bacchus était égal à Baal, Vénus était à Astarté. Donc vous la vénérez, on la vénère aussi. Donc on adopte et on s'adapte. Ce chevalier romain qui est devenu un saint. Sa fête, c'est le 23 avril, donc c'est très bientôt. Chez nous, on le vénère parce que le 23 avril, il pleut. Donc, c'est l'incarnation du dieu Baal des Phéniciens. C'est le dieu de la pluie. Et le jour de Saint-Georges, il pleut, et cela annonce dans les campagnes que les paysans peuvent commencer l'agriculture. Saint-Georges, c'est l'incarnation du dieu Baal, du dieu Poséidon, le dieu de la pluie. Malgré que Poséidon, c'est la mer, mais c'est toujours l'eau, c'est ce symbole, et plutôt c'est du cananéen, phénicien, chrétien, Saint-Georges, qui est vénéré partout dans le monde chrétien, que ce soit en Europe ou ici. Ce chevalier romain, c'est devenu cette incarnation du patron de la ville de Beyrouth. En plus, vous connaissez Saint-Augustin, il est de Carthage. Et pourtant, au IVe siècle après Jésus-Christ, lorsqu'on lui a demandé « Vous êtes d'où les origines ?» Il a dit « Je suis cananéen ». Il n'a pas dit que je suis phénicien. Ana Kan'ani. Mais Hérodote, où les Grecs les ont appelés les Phéniciens, l'une des théories, c'est la couleur pourpre, qui a été découverte à Tyr, selon la légende, que cette princesse qui se baladait et elle a perdu son chien, puis le chien, il revient avec un museau de couleur pourpre. Émerveillée par la couleur, elle a vu qu'il était en train de manger l'animal qui était à l'intérieur du coquillage, le murex. Et dès lors, ils ont commencé à colorier, à teinturiser
les tissus en couleur de pourpre, qui est devenu aussi la couleur royale pour les Romains. Donc tous les empereurs, ils devraient porter la couleur pourpre. Aujourd'hui, le pape, malgré le blanc, il porte la ceinture pourpre. Le patriarche, c'est la ceinture pourpre. Jésus est représenté sur les fresques et sur les mosaïques. Le drap dont il était couvert, c'était la couleur pourpre. Donc tout revient à la couleur pourpre. L'origine, c'est ici. L'influence phénicienne en France se manifeste principalement à travers leur interaction avec les Celtes et les Grecs qui ont établi la colonie de Massalia, l'actuelle Marseille. Les réseaux commerciaux phéniciens s'étendent jusqu'aux côtes françaises où ils échangent bien d'idées avec les populations locales. Marseille. Alors, le mot Marsa, Oui. qui existe au Liban, l'étymologie. Ici, au Liban, on dit un Marsa, c'est un port. Oui. C'est un peu différent de l'arabe classique. Et aussi, ça veut dire the rope, La corde. la corde, Marsa, Marseille. Alors, Marsa existe en France, c'est le Marsa-Il, le dieu Il des Phéniciens anciens. Ça existe en Malte, c'est le Marsa-Shlok qu'on appelle. Marsa-Kala aussi, en Sicile. Et c'est plein de Marsa, partout où il y avait des Phéniciens. Et cela, c'est très étonnant en voyant les traces et tout ce qui est ouvert à la mer. Concernant les traces archéologiques, Ouais. la muraille ici, elle a une construction assez spécifique qu'on a retrouvée ailleurs. Ouais. Où est-ce? On a trouvé la même structure de sable en Chypre. À Chypre. Et c'était très connu dans le folklore batronien ici que ces pierres étaient transportées en Chypre. La première expansion phénicienne va se faire à Chypre et ensuite ils vont aller suivre le chemin des îles qui vont leur permettre d'être des relais. Donc à Chypre, en Sicile, en Sardaigne, à Malte, à Marseille, qui à l'origine aussi était un comptoir phénicien bien avant les Phocéens, et aussi surtout en Espagne. À Chypre, les Phéniciens vont extraire le cuivre qui se trouvait dans la région de Troodos. Donc, ils vont installer des colonies comme à Kition, à Matonte, etc. Et en Espagne, ils vont exploiter les mines d'argent surtout. Et ils vont fonder la ville de Malaga, de Cadix et d'autres. En Espagne, les Phéniciens ont fondé les anciennes villes de Gadir, aujourd'hui Cadix, et Malacca, aujourd'hui Malaga. Leur présence a introduit des biens et des technologies de valeur, y compris le travail des métaux, qui seront plus tard développés par les Ibères. Les Phéniciens ont également laissé un impact durable sur la langue et la culture espagnole, y compris l'introduction de l'alphabet. Ici, dans ces structures, partout, tu peux les voir, c'est fait à la main, celle-ci. Okay? Quand on faisait la pêche, c'était directement, on faisait le procès initial de la pêche des poissons. On plaçait les débris ici et on les laissait vers 2 mois ou 3 mois avec du sel au-dessus. Et cela est connu enfin aujourd'hui en Espagne. Ils connaissent et ils le font toujours aujourd'hui en Espagne, spécifiquement à Malaga. Ils appellent le garum sauce, le phénicien garum sauce. Aussi, il faut ajouter que Malaga veut dire meleh en arabe, en libanais aujourd'hui. C'est les salières. C'est les salières, Malaga. C'est les salières. C'est la ville où ils C'est vrai, avaient établi beaucoup de salières. Les salières. Et par suite, le garum sauce avait une très importance parce qu'il était considéré aussi, pas seulement une addition à la cuisine, mais aussi un caractère thérapeutique et un autre caractère de virilité pour les hommes parce que tu connais le zinc et le iode et les effets tabac. Et c'était aussi fermenté parfois pour en faire une boisson plus ou moins alcoolique. D'accord. Ça existe toujours en Espagne aujourd'hui et dans les îles aussi méditerranéennes comme en Sardaigne aussi. En Italie, les Phéniciens ont interagi avec les Étrusques qui auront plus tard un impact significatif sur la culture romaine. Les routes commerciales phéniciennes
ont apporté des biens et des idées précieux en Italie et les Étrusques ont adopté l'alphabet phénicien qui a ensuite été adapté à l'alphabet latin. Il était partout, il était dans les ports d'Europe, à Marseille, en Grèce, et all the way, à tout ce passage d'où les Phéniciens ont passé jusqu'en Angleterre, jusqu'à le port de Cornwall en Angleterre. Il y a là-bas des traces phéniciennes qui existent de nos jours, et on peut le voir aussi, ce pourpre royal en Barcelone et même dans l'Angleterre avec La reine. C'est une couleur particulière avec le pape de Rome. Au Portugal, les Phéniciens ont fondé la ville de Tartessos, qui est devenue un important centre commercial. La présence des Phéniciennes a eu un impact durable sur la langue et la culture portugaise, y compris l'introduction de l'alphabet. Les Phéniciens ont une influence significative sur la Grèce antique, où ils ont fait du commerce avec les cités-États grecs et ont introduit l'alphabet phénicien qui a été adapté pour créer l'alphabet grec. Les Grecs ont également emprunté des éléments de la culture phénicienne, tels que les techniques de construction navale, et ont absorbé des aspects de la religion et de la mythologie phénicienne. C'est comme ça que l'histoire des Phéniciens a commencé avec Charles Quint. Et donc il s'est dit le monde entier devrait comprendre que finalement les Grecs et les Romains ont occulté en quelque sorte la présence des Phéniciens. Alors, le premier datement de la présence de vin dans le commerce phénicien, ça revient à Ougarit, du XIIIe au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Il est totalement maintenant clair que ce type de pressoir est un type de pressoir phénicien, mais qui existait aussi en Anatolie et au littoral de Syrie. Alors, un des plus fameux matières de production et de technique de vin, c'était le vin fameux phénicien. Même, on a trouvé au sud de Phénicie des traces de vins qui sont toujours de bonne qualité jusqu'à nos jours, grâce à un certain type de Conservation. Exactement. La pierre, elle est travaillée actuellement ou c'est la pierre naturelle? C'est la pierre naturelle, elle est creusée ici et tu regardes ici, tu peux voir quelques structures où on ajoutait des manivelles de bois et un certain truc de cuvée pour pouvoir arriver au suc de premier degré pour le vin. Les produits phéniciens étaient recherchés par beaucoup de femmes en Europe. Que cela soit l'huile, le parfum de l'huile du bois de cèdre, que cela soit les bijoux travaillés, que cela soit les amphores ou les verres en verre soufflé, et que cela soit les tissus de pourpre. Ces produits de luxe étaient recherchés et attendus. Et on attendait toujours que ces produits de l'autre côté de la mer Méditerranée arrivent. Qu'en est-il de ce mouvement de commerce assez ancien ? C'est bien dit de signaler que les Phéniciens étaient des marchands de luxe. Parce que toutes les matières qu'ils exportaient et qu'ils revendaient, qu'ils importaient et qu'ils transformaient et qu'ils revendaient, étaient des matières de luxe. Tout d'abord, nous avons des descriptions, par exemple, de ces magnifiques vases phéniciens en bronze qui ont été donnés en récompense lors des Jeux qui ont eu lieu en Grèce. Nous savons aussi que les femmes qui étaient installées dans les comptoirs commerciaux phéniciens raffolaient des tissus en pourpre et que la pourpre, comme il fallait énormément de coquillages pour avoir très peu de teinture, la pourpre était un habit très cher. Donc c'était, si vous voulez, les habits de pourpre et les tissus teints en pourpre, que ce soit de la soie ou de la laine, étaient destinés à une classe supérieure de la société. Et aussi, les Phéniciens, ils ont extrait l'argent et donc ils faisaient des objets en argent, des vases en argent qui étaient très recherchés. Aussi, tu as signalé le verre.
parce que dans les tombes phéniciennes qu'on a retrouvées dans ces comptoirs commerciaux, on a retrouvé du verre et posséder du verre pour mettre justement les huiles parfumées, les onguents et tout ce qui est rapport avec le monde des femmes était un signe de grande richesse parce que ne pouvaient pas avoir le verre qu'ils le voulaient. C'était un verre soufflé, c'était un verre travaillé et le fait de vendre ce verre autour de la Méditerranée a fait aussi la richesse des Phéniciens. De même que l'ivoire qui était aussi considéré comme un matériel de luxe, puisque les Phéniciens allaient en Afrique ou ailleurs pour chercher les défenses d'éléphants et les sculpter. Donc on a retrouvé des traces de ces ivoires phéniciens dans les palais assyriens par exemple, à Arslantash et tout ça, qui avaient imposé un tribut de ces ivoires sculptés qui étaient tellement recherchés. Et on a au musée aussi les boîtes à phare en ivoire qui étaient un matériel de luxe qu'utilisaient les femmes. Le bois de cèdre se retrouve un peu partout dans les colonies phéniciennes et aussi dans les monuments européens importants, c'est-à-dire dans la construction des temples, que ce soit les temples assyriens, nous avons un bas-relief à ce sujet, les temples babyloniens du dieu Marduk, en Perse aussi nous avons une présence de cèdre, et aussi à l'époque grecque, à l'époque romaine et même à l'époque byzantine qui est l'époque chrétienne, on a continué à faire commerce du bois de cèdre. Aujourd'hui, il n'en reste pas beaucoup du bois du cèdre. La réserve a été protégée par les Libanais ici, par les localités et par l'État. Mais les arbres qui restent sont des arbres millénaires qui sont le témoin, le grand témoin vivant de la civilisation phénicienne. Et ils sont la fierté de cette civilisation que nous reconnaissons toujours comme la nôtre. Et ces bois de cèdre sont notre emblème national qui est sur notre drapeau du Liban. Et l'arbre du cèdre est notre connexion vivante avec notre passé, notre présent et avec l'effort que tous les bienfaiteurs font aujourd'hui, ce sera notre connexion avec le futur. Tant qu'il y a des cèdres ici au Mont-Liban, notre culture restera, ainsi que notre échange culturel avec l'Europe restera et persistera.